Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la quatrième séance du séminaire annuel de l'AIFJD Institut Louis Jouanet. Je suis Niki Siabakou, chargée de projet à l'AIFJD, et j'ai le plaisir d'accueillir et d'avoir avec nous pour cette quatrième séance qui va porter sur le défi contemporain des conflits deux intervenantes, Michael Newman et Thierry Vircoulon. Les deux intervenants sont des spécialistes sur les sujets qui vont intervenir. Michael Newman, c'est directeur des études au CRAS, Médecins sans frontières, depuis 2010. S'est engagé auprès de Médecins sans frontières en 1999 et a alterné aussi des missions sur le terrain, notamment aux Balkans, au Soudan et Afrique de l'Ouest, et aussi des postes au siège à New York et à Paris. Il est également le co-directeur de deux ouvrages, Agir à tout prix, négociation humanitaire, l'expérience des MSF, qui a été publié en 2011 par les éditions La Découverte, et aussi de l'ouvrage Secourir sans péril, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des crises. Michael Newman partagera avec nous ses connaissances et expériences pratiques concernant les attaques contre les travailleurs humanitaires. On va voir alors les chiffres qui sont à la fois alarmants, mais aussi les différentes situations sur le terrain. Et on va voir avec nous aussi notre deuxième intervenante, qui c'est Thierry Vircoulon, consultant indépendant et associé à l'Institut français des relations internationales. Il coordonne l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe de la IFRI et aussi collabore avec le Global Initiative Against Transnational Organized Crime en Afrique du Sud. Il est également membre du groupe de recherche sur l'eugénisme et le racisme de l'Université Paris-Cité. Et depuis 20 ans, ses travaux portent sur les conflits, les questions de sécurité et de gouvernance en Afrique. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Et il a aussi dans notre newsletter de ce mois-ci, on partage son dernière publication sur les transitions en Afrique. Et Thierry va intervenir sur les questions de l'utilisation des sociétés militaires privées dans les conflits, dont les derniers mois, il y a beaucoup qui se disent autour du groupe Wagner. Sans plus tarder, vu qu'on a commencé un petit peu en retard, je vais passer la parole à Michael Newman qui va nous parler des attaques contre les personnels humanitaires. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation à participer à à la session d'aujourd'hui. Et donc, on va effectivement discuter de la situation des attaques contre le personnel humanitaire, qui est un sujet, la sécurité du personnel humanitaire, qui a pris une importance très importante ces dernières années. Évidemment, pas sans relation avec un paysage de la sécurité qui s'est dans l'ensemble dégradé, en tout cas en termes quantitatifs. Mais on va voir un petit peu les paramètres de cette discussion, de cette augmentation des risques dont on parle beaucoup, pour essayer de la raisonner un petit peu et de voir aussi comment est-ce que les humanitaires essaient de s'en prémunir, de gérer les risques et de gérer aussi le lendemain des risques. Voilà. Une partie de ce que je raconte ce soir est issue d'un travail qu'on conduit au sein du CRASH, donc du Centre de réflexion de Médecins sans frontières, depuis une petite dizaine d'années maintenant, sur la sécurité. Un projet qui a notablement été marqué par la publication d'un livre en 2016, précisément sur le sujet. Alors, il me semblait important de commencer cette discussion par par une tentative de répondre à une question qu'on pose souvent, et on la pose d'ailleurs cette question moins comme une question, mais comme une affirmation, comme une hypothèse de départ, à savoir le monde est devenu plus dangereux. Et si le monde est devenu plus dangereux pour tout le monde, il est effectivement aussi devenu plus dangereux pour les humanitaires. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette affirmation et en ce qui me concerne de cette question? Alors déjà, ce qu'on va dire, c'est que MSF, Médecins sans frontières, et les humanitaires en général ne sont pas les derniers à expliquer que
la sécurité internationale se détériore, que la manière dont les conflits sont menés se détériore également. Je me souviens avoir été très marqué donc en 2016 par un discours de la présidente de MSF d'alors, Joëlle Liu, qui, dans une interview, expliquait que les guerres actuelles, donc en 2016, étaient menées de façon barbare. Ou alors comme dans les temps barbares. Manière de dire que finalement, l'époque actuelle marquait une inflexion par le bas de la manière avec laquelle les guerres étaient menées et qu'on retrouvait des guerres un peu moyenâgeuses, comme on le dit de manière caricaturale, même si les médiévistes nous détestent pour ça. Alors que ces dizaines de dernières années, eh bien, en fait, les guerres étaient correctement menées. Bon. J'avais été très marqué par cette affirmation parce que, évidemment, il suffit de regarder un tout petit peu dans le rétroviseur pour voir que les choses sont non seulement plus compliquées que ça, mais surtout, l'affirmation, elle est fondamentalement démentie par ce qu'on sait de la manière avec laquelle les guerres ont été menées les siècles derniers et le siècle dernier en particulier. Alors, pour tenter de répondre à cette question sur la dangerosité du monde, il faut qu'on regarde les chiffres. Les chiffres, c'est intéressant parce que c'est à coup de chiffres qu'on va tenter de nous convaincre que les attaques contre les humanitaires sont plus dangereuses, plus graves, plus nombreuses, plus sérieuses, et qu'elles s'inscrivent aussi dans une tendance où les conflits sont également plus meurtriers. Or, on va voir qu'en réalité, les grandes tendances montrent qu'il y a plutôt moins de conflits et que les conflits sont chacun plutôt moins meurtriers, en tout cas au regard des 80 dernières années. Alors, je ne vais pas vous demander de regarder ce graphique dans le détail, c'est sans doute un peu compliqué là, sur les écrans, mais en tout cas, à regarder la courbe, on note que le nombre des conflits est très largement en baisse, de la même manière que le taux de mortalité depuis 1946. Alors, on note des pics du fait des guerres de colonisation en particulier, de conflits de guerre froide dans les années 80. Et puis, depuis la fin de la guerre froide, eh bien, une stabilité plutôt baissière par rapport au début des années 90. Alors, ce sont des chiffres qu'il faut aussi là prendre avec prudence parce que les indicateurs, les dénominateurs, les définitions de cas ne sont pas toujours les mêmes, mais disons que dans les grandes lignes, on voit qu'on ne peut pas se contenter d'un discours qui simplifierait l'observation en notant une détérioration globale de la sécurité mondiale. Reste quand même évidemment que ces dernières années, si on poursuivait le graphique après 2016, on noterait très clairement, en prenant appui sur les conflits en Syrie, au Sud-Soudan, en République centrafricaine et dans d'autres pays, en Ukraine aujourd'hui, en Afghanistan, on noterait très probablement une inflexion à la hausse du nombre de ces morts violentes liées au conflit, sans pour autant remettre en cause cette évolution, je dirais, sur la longue durée. Ce graphique-là, il montre autre chose. Il montre là spécifiquement les incidents qui touchent le personnel humanitaire. Alors évidemment, vu comme ça, il y a de quoi hurler et se dire que véritablement, les humanitaires vivent dans un monde très dangereux pour eux, prennent des risques tout à fait considérables. Là encore, toute petite leçon de chiffres, simplement pour rappeler que un graphique ne parle jamais tout seul, qu'il est dépendant de la manière avec laquelle il est construit. Il s'agit de l'historiciser, de regarder la définition de cas. Et là, on va voir que ce graphique qui montre entre 97 et 2019 une augmentation importante du nombre d'incidents
touchant la population humanitaire, eh bien, on va voir que, en réalité, les conclusions sont plus difficiles à tirer que ce qu'on pourrait y voir de prime abord. Alors, de fait, effectivement, je dirais de manière tout à fait brute, le nombre d'incidents enregistrés dans cette base de données qui s'appelle la Aid Worker Security Database, AWSD, qui est la plus grande base de données consacrée aux attaques contre les humanitaires, eh bien, cette base de données enregistre plus d'incidents. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette base de données? Eh bien, on peut dire d'abord que la qualité du reporting, de l'enregistrement des incidents, elle concourt évidemment à cette évolution. Il est plus difficile de manière rétrospective d'enregistrer les incidents que de multiplier les sources dans des temps donnés pour tenter d'affiner sa lecture de la situation. Les définitions de cas aussi ont pu évoluer. Qu'est-ce qu'on appelle un incident? Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant à regarder. Le sujet de la discussion d'aujourd'hui, c'est les attaques contre le personnel humanitaire. Mais qu'est-ce qu'on appelle un humanitaire? Qu'est-ce qu'on appelle un personnel humanitaire? Et qu'est-ce qu'on appelle une attaque? Alors, vous avez là 3 notions qui sont très difficiles à saisir dans l'absolu et dont il est nécessaire de creuser un peu ce qu'on entend par là. Une attaque, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un kidnapping? Est-ce que c'est une attaque subie par un personnel humanitaire, mais pris dans un attentat qui, par ailleurs, a causé la mort de nombreux civils? Bref, la définition de l'attaque humanitaire, elle est pas si facile que ça. La définition de l'humanitaire, elle n'est pas davantage. Qu'est-ce qu'un humanitaire? On a pendant quelque temps, dans certaines bases de données, mélangé les casques bleus et le personnel humanitaire. On a aussi régulièrement, on peut en tout cas dans certaines bases de données, estimer que des chauffeurs de camions qui font de l'approvisionnement pour des organisations humanitaires attaquées sur des routes, par exemple en RDC ou en RCA, sont du personnel humanitaire. Mais que le même chauffeur de camion qui n'est plus recruté par des organisations humanitaires, mais par une organisation de transport je dirais, civile, attaqué lui aussi, eh ben, il n'est plus considéré comme un personnel humanitaire. Quelle différence ça fait? Pour lui, pas grand-chose. Pour les statistiques, en fait, ça fait une différence tout à fait considérable. Quant à la notion même de personnel, on voit là aussi qu'elle est, je dirais, discutable. Un personnel sous contrat d'une organisation comme MSF est-il un personnel humanitaire alors qu'un médecin ou un infirmier travaillant pour le ministère de la Santé dans son pays ne l'est pas, y compris lorsqu'il est sous, je dirais, indemnité ou incentive, comme on appelle ça souvent dans notre secteur, de l'organisation. Bref, on voit en tout cas que on ne peut pas se contenter de regarder simplement les statistiques pour accompagner comme ça, sans se poser de questions, l'idée que le monde est devenu plus dangereux pour les humanitaires. Et puis, je dirais aussi quelque chose de très important sur lequel je reviendrai plus tard. Il est très important, quand on regarde une évolution comme ça, de s'interroger sur le dénominateur. Or, la population dont on parle, la population humanitaire dont on parle en 97, n'a rien à voir avec la population humanitaire dont on parle en 2019. Le secteur s'est considérablement développé dans des proportions qu'on a du mal à imaginer, et je reviendrai tout à l'heure un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, évidemment, là aussi, on a quelque chose de très important à garder en tête. Donc finalement, on se retrouve avec eh bien, des bases de données qui souffrent de définitions de cas qui sont discutables, des biais d'enregistrement. Hein, on pourrait y revenir là-dessus, mais quelqu'un qui enregistre quelqu'un qui a la charge d'enregistrer un incident peut décider de ne pas le faire pour, pour rassurer ses collègues, pour rassurer son siège, ou au contraire, pour cacher quelque chose, pour cacher une faute, par exemple. Ou alors, plus inquiet, il peut décider de faire rentrer dans sa base de données des incidents qui, autrement,
ne seraient pas enregistrés. Donc, il faut aussi s'interroger sur qui est l'enregistreur dans cette construction de données. Et donc, cette fabrication de chiffres, en anglais, on parle de cooking data. Je trouve que le mot est beaucoup plus juste. Il donne vraiment l'impression comme ça qu'on fait un peu la cuisine. Eh bien, cette fabrication de chiffres, elle amène à la fois des surestimations et des minimisations. Voilà. Il ne s'agit pas de tout jeter par-dessus bord, simplement de garder, je dirais, un œil attentif à la fabrication, aux conditions dans lesquelles ces statistiques et donc ce discours très largement basé sur les statistiques est construit. Donc voilà un petit avertissement de départ, mais qui me semble important. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas non plus, je le disais, de balayer d'un revers de main, et vraiment pas, l'insécurité qui touche non seulement les populations civiles, mais les humanitaires. Et là, je voudrais quand même faire un point, c'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui, la discussion porte sur les violences contre les attaques contre le personnel humanitaire, mais ces attaques contre le personnel humanitaire, elles ne sont jamais sans lien avec la violence qui affecte et qui touche les populations. Et donc, finalement, l'attaque contre les humanitaires, elle n'est qu'un révélateur ou un épiphénomène, plutôt un révélateur, de ce que sont des épisodes de violence et parfois d'extrême violence. Et on en a vu se multiplier ces dernières années. La liste est malheureusement de plus en plus longue, de la Syrie à la Centrafrique, en passant par le Sud-Soudan, le Yémen, l'Afghanistan, un certain nombre de pays du Sahel. Évidemment, vous avez tout ça en tête, et je ne cite pas non plus l'Ukraine. Je pourrais. Il se trouve que dans l'ensemble, en Ukraine, le personnel humanitaire a été plutôt préservé. Pour des raisons sur lesquelles on pourra tenter de revenir si vous le souhaitez un petit peu plus tard. Et puis non seulement il y a des épisodes de grande violence, et puis il y a aussi de nouvelles menaces. Il se passe des phénomènes nouveaux. La montée du djihadisme armé transnational, en particulier au Moyen-Orient ou dans les pays du Sahel, c'est nouveau, amenant la valeur marchande des otages, notamment occidentaux, mais pas seulement, à s'être considérablement accrue. Des questions liées à l'utilisation des armes chimiques sont aussi des choses nouvelles avec lesquelles il faut savoir compter. Donc on a quand même un paysage qui change. Le paysage change. Et donc il faut savoir le prendre en compte, savoir comment, je dirais, négocier notre présence sur les terrains d'intervention avec cette évolution. Voilà. Alors, un petit rappel encore une fois que tout ça finalement nous dit que les discours sur la sécurité eh bien, sont, à l'instar des bases de données, le résultat de conventions d'interprétation, de lutte de pouvoir. Elles sont donc situées, elles sont situées historiquement, j'en parlais tout à l'heure, elles sont aussi situées politiquement. Voilà. Par contre, il me semble que ce discours, il est important là aussi de le situer pour ce qu'il est, à savoir guidé par le désir de montrer avec des preuves, parce que souvent le chiffre est vu comme une preuve, des idées préconçues et très fortes. Et si on parle aujourd'hui des attaques contre les travailleurs humanitaires, c'est parce qu'on parle en même temps et de manière un petit peu parallèle de la réduction de l'espace humanitaire. Il s'agirait de dire que c'est beaucoup plus compliqué pour les humanitaires de travailler aujourd'hui, en 2023, que ça ne l'était il y a 15 ans ou 20 ans. Il s'agit aussi d'affirmer que les acteurs humanitaires sont de plus en plus ciblés pour des raisons politiques, qu'on leur en veut de plus en plus, qu'on a de moins en moins, étant les États et les groupes et tout un tas de gens, de moins en moins envie de les avoir dans les pattes. Et par ailleurs, conséquence finalement que les humanitaires devraient confier leur sécurité à des professionnels qui seraient eux seuls en mesure de résoudre les grands défis auxquels les humanitaires sont confrontés. Alors on verra que là aussi, ces idées préconçues, elles ont leur part, je dirais, de vérité, mais elles sont aussi éminemment discutables, et donc il est important de revenir là-dessus en détail. Alors, je parlais tout à l'heure dans les chiffres, et ça c'est quelque chose de très
totalement fondamentales à la fois à l'échelle macro-politique et à l'échelle micro-politique au niveau des organisations. Ce sont les changements dans l'exposition. Si vous gardez en tête le schéma qu'on avait tout à l'heure avec cette augmentation très importante du nombre des incidents, il faut garder en tête que l'humanitaire a beaucoup changé depuis les années 80, depuis les années 90. Pour deux raisons majeures, ou en tout cas selon deux directions différentes. La première, ça a consisté, je dirais, au début des années 90, avec la fin de la guerre froide, à un basculement des opérations de secours de la périphérie vers le cœur des conflits. Être à la périphérie, pour les humanitaires, ça voulait dire surtout être dans les camps de réfugiés. Et être dans les camps de réfugiés, c'était relativement protecteur. Il y avait peu de situations dans lesquelles les humanitaires des années 80 prenaient des risques, car ils se tenaient souvent à distance des conflits. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'en faire une vérité universelle. On a eu des incidents dans les années 80, on faisait des missions dangereuses, mais à partir des années 90, on s'est projeté, le secteur s'est projeté dans les guerres civiles, dans les conflits, hein, et sous le feu d'une certaine manière. Et donc on a connu, je dirais évidemment, très rapidement, un nombre d'incidents plus important. On était proche des conflits, des combats. On l'a été dans les Balkans, on l'a été en Afrique de l'Ouest, dans les conflits de la Mano River, au Libéria ou en Sierra Leone. On l'a été dans le Caucase. On l'a été au Soudan également. Alors là, c'est intéressant de s'interroger sur le pourquoi finalement on a subi ou on a souhaité cette évolution. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. L'autre élément sur lequel il est vraiment important de revenir, tout aussi, voire plus considérable, parce que celui-ci se poursuit, c'est la très grande croissance du secteur de l'aide, autant en termes de personnel que de ressources financières. Alors, les ressources financières ne nous intéressent pas beaucoup ici. Par contre, le personnel, c'est massif. Vous avez une organisation comme le Programme alimentaire mondial, WFP, qui est passé de plus de 1500 à 18 000 personnes entre 1995 et 2020. MSF, c'est 12 000 à 60 000 personnes entre 1998 et 2020. Aujourd'hui, vous avez 500 000 personnes, autour de 500 000. On a coutume de parler d'un demi-million d'employés humanitaires dans le monde. J'avoue ne pas connaître la source précise de ou la construction de cette statistique, mais voilà le chiffre en circulation. C'est beaucoup, et en tout cas beaucoup, beaucoup plus que dans les années 90, et a fortiori énormément plus que dans les années 80. Et donc, vous avez mécaniquement, selon ces deux paramètres, évidemment, je dirais une prise de risque, une exposition au danger plus importante. Quand vous avez 100 personnes qui prennent des risques en Somalie, eh bien, vous avez une probabilité qu'il vous arrive un truc qui est plus importante que vous en avez 4. Voilà. Il y a des choses qui sont de l'ordre de cette mécanique-là qu'il faut aussi garder en tête. C'est intéressant aussi donc de regarder pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation à la fois de basculement vers les conflits et d'augmentation. Et de rappeler que l'humanitaire a, dans les années 90, été très, je dirais, embedded, intégré à la gestion des crises. Sous la pression, ou en tout cas accompagné, oui, sous la pression des bailleurs et des pays occidentaux qui ont souhaité intégrer les humanitaires à la réponse aux crises. Il s'agissait de cantonner les réfugiés, de les garder à l'intérieur des frontières, de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas réfugiés, d'où la création, par exemple, de cette notion de Internally Displaced Person, les IDP, et puis de stabiliser les pays. Bon. Et donc, les bailleurs ont mis beaucoup d'argent. USAID, DFID, BPRM, ECHO, etc. Toutes ces agences se sont, si ce n'est créées, c'est le cas pour ECHO, du moins très largement développées dans ces années-là, afin d'alimenter les financements humanitaires qui ont, là aussi, concouru à multiplier le nombre de missions, d'acteurs, etc. Et, encore une fois, mécaniquement, de possibilités d'être exposé à des dangers importants. Voilà. Alors, je voudrais quand même me garder d'être trop rassurant. Il ne s'agit pas du tout de ça, car effectivement, le paysage est inquiétant. Le paysage est inquiétant parce que
le monde est effectivement dangereux parce que je l'ai précisé tout à l'heure, on est aujourd'hui, ces dernières années, face à des situations qui sont très dangereuses. Qu'une mort ou un décès ou un kidnapping, qu'on soit 20 000, 30 000, 100 000 ou 5, ça a beaucoup d'importance, hein. Ça agit sur l'organisation et donc à multiplier, les probabilités d'incidents, eh bien, on multiplie les incidents et on est confronté institutionnellement à des difficultés. Et donc MSF a également, je reviendrai un tout petit peu plus tard, subi des attaques assez nombreuses, des bombardements, des kidnappings ces dernières années, donc il a fallu, je dirais, faire quelque chose. Faire quelque chose, ça veut dire réfléchir à la manière avec laquelle on veut, s'en prémunir, réfléchir à partir de ces incidents. Vous avez des zones du monde qui sont, aujourd'hui, quasi inaccessibles ou totalement inaccessibles. On a déjà eu des zones dans lesquelles avait arrêté de travailler. Il y a quelques années, on avait arrêté de travailler en Tchétchénie, puis on est revenu. Mais aujourd'hui, on a des grandes, grandes difficultés à travailler en Somalie, même si on y est un peu. On a de grandes, grandes difficultés à travailler, dans un certain nombre de pays du Sahel, en particulier au nord du Nigeria, où on n'est quasiment plus, notamment dans l'état du Borno. On sait qu'en Afghanistan, aujourd'hui, on peut y travailler, on y a des équipes nombreuses, mais on sait aussi qu'il y a des endroits dans lesquels on ne peut pas, travailler sans risquer une exposition, très importante. On ne travaille non plus en Syrie, en tout cas avec du personnel international depuis 2014 et des kidnappings ayant, touché, les collègues de la section belge de Médecins sans frontières. Donc on a, quand même une situation, je dirais une circulation, mondiale qui est, plus compliquée qu'il y a quelques années et quand on réfléchit à la manière avec laquelle on pouvait, faire des voyages à moto, à minibus ou en voiture en traversant l'Afrique du nord au sud, d'est à l'ouest, ou faire, Paris-Tachkent, en mobylette, dans les années 80, on se rend compte aujourd'hui que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué et effectivement cette circulation du monde est rendue plus difficile par, je dirais, la présence de groupes radicaux ou la fermeture, des États hostiles à la présence étrangère. Et puis on a vu aussi, ces dernières années se renforcer des législations antiterroristes et celles-ci ajoutent à la pression ressentie par les équipes. Alors ça ne veut pas dire qu'elles constituent un danger significatif nouveau, mais en tout cas, le risque qu'elles font courir aux équipes d'emprisonnement, d'arrestation par les États pour avoir, travaillé, communiqué, dialogué avec des groupes jugés comme des groupes terroristes, fait peser une pression qu'il est, difficile à gérer pour les équipes et en particulier pour les équipes nationales recrutées dans les pays qui sont soumis à une très forte pression. Et donc là, on a, je dirais, non pas, une cause d'attaque contre, le personnel humanitaire, mais, en tout cas un motif de danger global, contre les équipes humanitaires et qui rajoute comme ça de l'anxiété, à des gens qui travaillent dans des zones où il est déjà parfois très, très difficile, de travailler. Alors, bon, je vais vous parler un peu des incidents, à Médecins sans frontières, donc j'en cite quelques-uns, il y en a d'autres évidemment, mais c'est pour montrer la diversité, de situations, hein, du Nigeria en Irak, au Congo, en Afghanistan, en Syrie, des attaques qui touchent à la fois du personnel et des patients, hein, comme à la maternité d'Archivarchi en Afghanistan en 2020, des arrestations, des fusillades, des bombardements par les États, en particulier en Syrie, en 2016, par exemple. Donc on a comme ça, des types d'incidents très variés, hein, auxquels les équipes sont confrontées. Je ne vous en fais pas la liste, vous l'avez. En tout cas, je dirais, répartis, de manière, assez hétérogène. Dans le monde aussi, hein, c'est ça qu'il est important de préciser, c'est que MSF par exemple, pour parler de l'organisation que je connais le mieux, travaille dans à peu près 70 pays et vous avez 5 ou 6 pays qui, rassemblent la grande majorité des incidents. L'Afghanistan, le Sud-Soudan, la RDC, le Yémen, la RCA, le Nigeria, le Mali.
J'en oublie sans doute, mais voilà à peu près les zones du monde dans lesquelles on est le plus exposé. Et puis vous avez des pays dans lesquels vous risquez pas grand-chose. Vous pouvez aller en mission au Malawi sans être très très inquiet de ce qui va vous arriver. Mais donc la sécurité est quelque chose qu'on prend évidemment très très au sérieux et qui va toucher autant le personnel national que le personnel international. Alors pour beaucoup, là aussi, pour revenir un tout petit peu aux chiffres, on entend beaucoup au sein des ONG, les médias parlent assez peu de ces questions-là, mais que les incidents, que l'insécurité touchent surtout le personnel national. Alors c'est là vrai aussi numériquement, mais pour une raison assez simple, c'est que le personnel national, il est très largement dominant dans cette population des 500 000 personnes dont je parlais tout à l'heure. Le personnel international, la MSF, représente à peu près 10% du personnel déployé sur le terrain. 90% du personnel sont des gens qui sont recrutés sur place. Donc il est, je dirais, peu surprenant que dans ces conditions-là, ce soit le personnel national qui soit le plus exposé. En termes statistiques, en termes relatifs, en fait, il n'y a pas de grande différence. Hein. Il n'y a pas de grande disparité entre l'exposition au risque du personnel national et l'exposition au risque du personnel international. Et là aussi, il faut faire attention à la définition de cas. Hein. Je vous parlais du personnel dans les hôpitaux, du ministère de la Santé, dont on ne sait pas très bien s'il faut les compter ou pas les compter, etc. Bon. Alors face à cette situation-là, et j'essaie de terminer bientôt, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Quelle attitude adopter du point de vue de l'organisation humanitaire face à ce paysage qui est à la fois pas complètement, qui ne doit pas inciter à la panique, mais qui est un peu anxiogène malgré tout et qui effectivement est basé sur des incidents sérieux qui affectent les organisations humanitaires. Alors, sur la moyenne durée, depuis les années 90, le secteur humanitaire, face à cette augmentation perçue des risques, s'est largement recroquevillé sur le bunker. Alors, le bunker, c'est métaphorique. C'est une façon de dire que les humanitaires se sont emmurés. Ils sortent peu ou moins. Ils ont moins de contact avec la population. Ils circulent moins. Ils prennent plus facilement l'avion, l'hélicoptère. Ils restent derrière leurs murs. Et donc là, on a voilà, un registre de protection de sécurité qu'on va appeler de la protection passive, quoi, hein. Il s'agit de se protéger derrière des hauts murs en espérant minimiser les contacts avec les sources de danger. Bon. Force est de constater que ça marche modérément. À regarder encore une fois les statistiques que je vous ai montrées, parce que de toute façon, il faut forcément et toujours sortir un peu, faire des distributions, faire des consultations médicales, monter des camps, monter des infrastructures d'eau. Alors ce qu'on voit avec le bunker, c'est finalement plutôt la notion de transfert de risque n'est pas très juste, mais en tout cas une exposition plus importante du personnel national qui est celui qui va être contracté pour mener ces activités qui nécessitent de sortir. Ou alors une délégation à des entreprises privées. Ou en tout cas, on va déléguer le risque un petit peu à des gens qui sont des contractants, des entreprises privées ou du personnel national. Le secteur humanitaire, c'est aussi recroquevillé idéologiquement sur des principes humanitaires. Alors ça, on n'a vraiment pas le temps d'en parler, mais il s'agit de penser que l'humanitaire est protégé par le droit international, par la neutralité, par l'impartialité. Là aussi, il me semble qu'on fait fondamentalement fausse route et qu'au contraire, du côté des MSF en tout cas, et du côté du centre de réflexion auquel j'appartiens, le CRASH, il semble très important de rappeler la dynamique transactionnelle de l'aide, c'est-à-dire l'idée que ce sont les programmes qui vous protègent, l'utilité que vous avez pour la population, mais aussi pour les pouvoirs. Que savoir être utile pour les pouvoirs est la garantie et la condition non seulement de l'action, mais aussi de la sécurité de vos équipes. J'avais un collègue qui disait il y a quelques années,
il faut savoir, en parlant des talibans, il faut savoir leur être plus utile vivant que mort. Donc il y a quelque chose comme ça. Il parlait de ça en relation avec des attaques, une attaque qui avait coûté la vie à 5 collègues en Afghanistan en 2004, et puis à notre retour en Afghanistan face à ces mêmes talibans qui semblaient nous accepter en 2008-2009, alors qu'ils nous détestaient cordialement quelques années auparavant. Eh bien, il semble qu'au début des années 2000, à la suite de l'invasion américaine en Afghanistan, les humanitaires étaient plus utiles aux talibans morts que vivants. Et puis, à partir du moment où les talibans étaient de nouveau, je dirais, avec l'espoir de gouverner le pays, ils avaient besoin de relais, ils avaient besoin de services, ils avaient besoin d'organisations humanitaires comme MSF, qui leur devenaient de ce fait plus utiles vivants que morts. Donc, il faut savoir se situer dans ce paysage en espérant pouvoir être utile au maximum de gens, plutôt que, je dirais, un problème pour des pouvoirs qui peuvent vous vouloir du mal. Ce qu'on essaie aussi beaucoup de cultiver au sein d'MSF, c'est ce qu'on va appeler la sagesse pratique. La sagesse pratique, c'est quoi? C'est de tenter de compter sur l'expérience, l'analyse de chacun, le métier, hein, au sens le plus honorable et honorant du terme. À savoir qu'on va d'abord pas essayer de gérer la sécurité en comptant sur, je dirais, des analyses de risque matricielles, des tableaux, des normes, de la futurologie statistique, mais en comptant sur l'échange d'informations, sur la transparence, sur l'apprentissage. Et donc, on va faire des exercices d'apprentissage et de retour d'expérience. Alors, si je vous dis ça, vous allez sortir de là en vous disant qu'MSF, c'est formidable, etc. La réalité, c'est qu'on a de gros soucis pour mettre tout ça en place. C'est qu'on a des collègues qui adorent la confidentialité, pour lesquels le secret reste une conduite à tenir par défaut, que malgré, je dirais, les incantations à informer les gens des risques qu'ils encourent avant les départs, on se retrouve souvent en situation finalement de ne pas le faire ou insuffisamment. En tout cas, je dirais que la démarche est là, même si les résultats sont sans doute très largement à nuancer. Et puis, on a aussi à faire, comme tout le monde, parce que c'est important, parce qu'il ne s'agit pas là aussi de balayer entièrement les outils, les dispositifs. On a recours à des guides, à des formations, à ce que j'appelle le profilage, c'est-à-dire, enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça. On a recours au profilage, c'est-à-dire à des logiques de composition d'équipe en fonction de critères non professionnels. Dans le Sahel, il nous arrive très largement de travailler qu'avec des Noirs africains, parfois uniquement de confession musulmane, pour engager les discussions avec les groupes radicaux dans le nord du Mali, du Burkina, du Nigeria. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut tenter d'approcher cette question de la sécurité. Et un dernier point qui pour moi est très 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 important, c'est que comme un état d'esprit, vu cette augmentation du nombre des incidents, vu la facilité aussi avec laquelle les humanitaires poursuivent leur travail, y compris après des incidents qui les ont touchés, eux ou leurs collègues, le risque est très grand de finir par voir les incidents comme des risques professionnels normaux. Et il me semble que ça, c'est quelque chose pour les humanitaires dont il faut absolument et fondamentalement se prémunir, ne pas normaliser les incidents, ne pas normaliser la mort. Accepter que l'humanitaire travaille, je dirais, y compris caricaturalement, sous le feu, hein, dans le danger, qu'on s'expose, mais refuser de normaliser sa propre mort, la mort des collègues, et aussi, à mon avis, la meilleure attitude à adopter pour tenter de réduire et minimiser les risques. Voilà pour moi, et merci beaucoup. Et donc, je suis évidemment tout à fait disponible et accueillant à vos questions.
Merci beaucoup pour cette intervention et toutes ces clarifications, comment interpréter en fait toutes ces statistiques, et notamment prendre en compte la définition de différents termes et aussi le développement du secteur humanitaire. Je rappelle à nos participants qui peuvent poser les questions sous les rubriques questions et on va faire à la fin, après la deuxième intervention, on a un débat avec nos deux invités. Je passe donc directement les paroles à Thierry Vircoulon qui va nous parler de l'utilisation de sociétés privées militaires dans les conflits. Et après cette intervention, on peut ouvrir le débat avec le public. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation pour parler des PMC, ce que je dis en anglais Private Military Companies, et qu'on traduit en français par SMP, donc Société militaire privée. Donc, je prendrai l'acronyme SMP pour en parler aujourd'hui. Écoutez, mon propos s'organisera très simplement en trois temps. Premièrement, je vais tenter de faire une définition de ce qu'on appelle les SMP, vous montrer quelles sont la vaste gamme de leurs activités, et puis vous parler pour finir des problèmes et des tendances actuelles qu'on voit sur ce marché. Alors, d'abord, pour essayer de définir l'objet dont on parle, donc les SMP, c'est un terme générique qui recouvre en fait de nombreuses entités et de nombreuses réalités aussi. Et qui évidemment remonte à la nuit des temps, mais en tout cas à l'Antiquité. Dès les récits de guerre dans les Antiquités, on parle en effet de mercenaires, ce qui n'est pas évidemment l'ensemble de ce que font les SMP, mais ce qui est un peu la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Et puis, bon, tout au long des guerres, tout au long de l'histoire des guerres, on a utilisé de toute façon des mercenaires. On se rappelle les grandes compagnies, par exemple, à l'époque de la guerre de 100 ans, qui étaient des troupes qui se louaient tantôt au roi de France ou tantôt au roi d'Angleterre, jusqu'aux corsaires même, qui étaient en fait des sortes de mercenaires de la mer, puisque c'était des gens qui avaient une autorisation, qui étaient des acteurs privés, qui avaient une autorisation, une lettre de course du roi, qui les autorisait à attaquer des navires ennemis et à se payer sur le butin de ces navires. Donc le mercenariat en tant que tel, lui, a une longue histoire. Les SMP, par contre, ont une histoire beaucoup plus récente, qu'on peut dater, disons, des années 90, et dont on peut donner la définition générique que ce sont en fait des fournisseurs de services militaires, des prestateurs de services militaires, même si évidemment l'image dominante dans la population, c'est celle du mercenariat, avec tout l'imaginaire et tout le référentiel historique négatif qu'il comporte, évidemment. Alors, comme je le disais, les SMP, c'est des prestataires de services militaires. Et donc, ces services, on peut les catégoriser, on peut en faire plus ou moins des catégories. Il y a d'abord les services de sécurisation pure, qui relèveraient de ce qu'on appelle en France les sociétés de sécurité privée, donc toutes les fonctions qui ont trait à la sécurisation de sites et de personnes. Donc, c'est des travaux de gardiennage, d'escorte, etc. C'est une première catégorie d'activité. Après, vous avez l'activité formation aussi, où vous avez des sociétés qui sont spécialisées dans la formation militaire. Vous avez en troisième type d'activité tout ce qui concerne l'environnement de combat, tout ce qui permet de faire fonctionner une armée, c'est-à-dire évidemment la logistique, le transport, les communications. S'il y a un secteur très important où où les SMP jouent un rôle très important, c'est celui du transport aérien, pour la mise en œuvre de moyens aériens, de transport, que ce soit pour les casques bleus ou que ce soit pour les armées nationales. Et puis, évidemment, la dernière catégorie d'activité, c'est celle qui concerne à fournir des combattants, donc celle qui, comme je le disais, constitue en fait la partie émergée de l'iceberg des SMP, celle sur laquelle tout le monde se focalise toujours, et qui est donc la participation au combat et la fourniture de combattants étrangers.
Et donc, vous voyez les marchés sur lesquels les SMP sont présentes. Donc, le marché de la sécurité privée, donc, comme je le disais, surtout des travaux de gardiennage et d'escorte. Le marché de la logistique, qui est particulièrement important pour les missions de maintien de la paix et pour les armées nationales. Le marché de la formation, et puis le marché du combat lui-même, qui ne représente finalement qu'une petite fraction de l'immense marché de la sécurité militaire. Alors, la bonne nouvelle pour les SMP, c'est évidemment que tous ces marchés sont en progression et que les différentes, évidemment, les différentes phases de développement des SMP depuis les années 90 sont liées à différents conflits de l'actualité depuis ces 30 dernières années, au cours desquels, d'ailleurs, les SMP ont proliféré, et celles qui sont dans l'actualité, si je puis dire, ou celles qui ont eu le tort de se retrouver dans l'actualité, sont celles qui ont été impliquées dans des mauvaises actions, évidemment, et qui ont, dont le nom est souvent attaché à des incidents, à certaines guerres particulières et à des bavures qui ont été commises dans ces guerres par les différentes sociétés. Et donc, juste pour vous rafraîchir la mémoire en quelque sorte, une des premières SMP à émerger a été Executive Outcome, qui a été créée dans les années 90, au début des années 90, en Afrique du Sud par des Sud-Africains, des militaires sud-africains qui se reconvertissaient. Ils étaient dans l'armée sud-africaine et après l'arrivée au pouvoir de l'ANC de Nelson Mandela, ils se sont reconvertis, eux, dans le mercenariat. Alors, c'était en effet surtout dans cette activité de fourniture de combattants, en commençant par des contrats lors de la guerre civile angolaise, où ils ont fait leurs premières armes, et puis ensuite en basculant sur la guerre civile du Sierra Leone. Et dans les deux cas, ils étaient payés par des concessions minières et surtout en diamants, des concessions de diamants, aussi bien en Angola qu'au Sierra Leone. Et ça a été un moment une SMP très célèbre à cette époque-là, parce qu'elle a permis, dans ces deux cas, en Angola et puis également au Sierra Leone, de renverser le rapport de force sur le champ de bataille à un moment spécifique de la guerre civile. Il y a une autre SMP dont on a parlé aussi à cette époque, et notamment lors de la guerre civile au Libéria et au Sierra Leone, qui elle était d'origine britannique, qui s'appelait Sandline International. C'était créé par des anciens militaires britanniques et qui a eu son heure de gloire lors de ces deux, en quelque sorte, lors de ces deux guerres civiles. Et puis après, il y a eu vraiment le grand moment des SMP américaines qui a été lié à l'invasion en Irak. Après la deuxième guerre américano-irakienne, où là, l'armée américaine, qui avait à ce moment-là complètement privatisé un certain nombre de fonctions de sécurité, est arrivée avec tout un train, si je puis dire, de SMP. Et il y en a une, dans ce grand lot de SMP, il y en a une qui a eu son heure de gloire dans l'infamie, qui s'appelait Blackwater, qui a été célèbre. Donc, il y avait surtout des fonctions de protection, de sécurité et d'escorte des autorités américaines, de protection d'un certain nombre de sites américains en Irak, et même de la protection des installations pétrolières en Irak. Et cette société a commis un certain nombre de bavures en Irak à ce moment-là et a eu une très très mauvaise réputation. Donc voilà un peu pour ce qui étaient les sociétés qui ont défrayé un peu la chronique dans l'actualité internationale à cette époque-là. Plus récemment, si on regarde ce qui se passe sur une période plus récente, on voit qu'il y a eu un marché très important. La piraterie, la lutte contre la piraterie a constitué et constitue toujours un marché très important pour les SMP, puisque
lorsqu'il y a eu la crise de la piraterie dans le golfe d'Aden, évidemment, les armateurs, bon, il y a eu le déploiement d'une armada internationale, mais en plus de ça, les armateurs ont voulu avoir une sécurité et des gardes privés armés sur leurs bateaux. Donc, ils ont recruté là aussi toute une série de SMP pour protéger leurs bateaux. Actuellement, la piraterie dans le golfe d'Aden a énormément diminué, mais par contre, elle a beaucoup augmenté dans le golfe de Guinée. Et donc, dans le golfe de Guinée, là, c'est le nouveau marché pour les SMP maritimes, en quelque sorte, dont le rôle est de protéger les bateaux des attaques de pirates. Un autre moment aussi où on a vu les SMP de combat, si je puis dire, qui fournissent des combattants, revenir sur le devant de la scène a été avec les insurrections islamistes en Somalie et de Boko Haram sur le lac Tchad et également au nord du Mozambique. Dans ces trois cas, lorsque les islamistes ont commencé à se manifester et à prendre ils ont pris le dessus sur les armées nationales, par exemple dans l'état de Borno au Nigeria, dont on parlait tout à l'heure. L'armée nigériane a été, quand l'insurrection de Boko Haram a débuté, l'armée nigériane a été incapable de les contenir, a été complètement bousculée, était dans un état pitoyable. Et elle a fait appel à ce moment-là, le pouvoir nigérian a fait appel à des mercenaires sud-africains qui sont venus lui prêter main forte et qui ont permis de rétablir un peu la situation militaire face à Boko Haram et qui après ont permis à l'armée nigériane de reprendre le dessus. De même, à Mogadiscio, lors de l'installation qui était progressive, qui a pris plusieurs années du gouvernement de transition qui, comme vous le savez, avait d'abord été formé au Kenya avant d'être après envoyé pour s'installer à Mogadiscio. Dans cette phase initiale, où il fallait reprendre le terrain à un certain nombre de milices et il y avait aussi des militants islamistes, des mercenaires ont été recrutés aussi pour d'abord nettoyer le terrain et permettre une reprise de contrôle partiel de Mogadiscio. Et puis, plus récemment, on a vu que lorsqu'il y a eu l'insurrection islamiste du Cabo Delgado, au nord du Mozambique, lorsque les islamistes ont pris la ville de Palmas, sur la côte, on a vu apparaître aussi une société de mercenaires sud-africains qui s'appelle Dick Advisory Group, qui a aidé à l'évacuation des personnels expatriés qui étaient coincés là-bas et qui a aussi permis ou aidé l'armée mozambicaine à reprendre le contrôle de la situation. Donc ça, c'est un peu pour les moments d'actualité pour les SMP de combat. On voit, bon, évidemment, elles sont liées à chaque crise ou conflit qui apparaissent. Là, j'ai surtout, j'aurais dû le dire depuis le début, surtout focaliser mon attention sur l'Afrique parce que c'est ma zone de prédilection. Et actuellement, par exemple, vous avez, donc avec la crise du M23 dans l'est du Congo, vous avez 2 SMP qui sont présentes à Goma et qui est de l'armée congolaise, qui, vous savez, est face à un groupe armé qui s'appelle le M23 là-bas. Il y a une SMP qui a été recrutée par l'armée congolaise pour faire voler ces matériels aériens, donc c'est Sukhoi et puis les Mi-24, les hélicoptères Mi-24 qu'ils ont. Donc, ils ont recruté des pilotes et des mécaniciens pour ça. Et puis, il y a aussi une autre SMP qui, elle, est plus une SMP de combat, de fourniture de combattants, qui a été aussi déployée à Goma et dont le rôle est de protéger Goma, et de protéger l'aéroport, etc. Donc, on le voit vraiment à chaque moment chaud, si je puis dire, à chaque crise chaude, on voit très souvent en Afrique apparaître des SMP de combat. Mais en période non, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de SMP lorsqu'il n'y a pas de conflit. Il y a des SMP sur le terrain, mais qui travaillent, qui fournissent des services logistiques, aussi services de la formation aux armées nationales. Alors maintenant, passons aux problèmes et tendances actuelles. Alors, évidemment,
le problème le plus évident, c'est celui du respect du droit par les SMP de combat. Vous savez qu'il y a une convention des Nations Unies contre le recrutement, l'utilisation et le financement des mercenaires, une convention qui date de 2001, si mes souvenirs sont bons. Qui, comme toutes les conventions de l'ONU, ne sert pas à grand-chose, mais elle est censée un peu encadrer ce qui se passe, ou encadrer ou interdire surtout beaucoup de choses. En fait, ce n'est pas du tout évidemment respecté. Comme je le disais, les SMP n'ont cessé, et même les SMP de combat n'ont cessé de proliférer depuis plusieurs années. Donc la question du respect du droit national et international par ces SMP se pose évidemment, et se pose surtout dans deux cas de figure. Premièrement, quand elles sont engagées dans des opérations de combat. Comme je le disais, Blackwater, par exemple, en Irak, n'était pas censé être engagé dans des opérations de combat, a quand même parfois été engagé dans des opérations de combat et a commis de nombreuses bavures. Et ce qui s'est passé dans ces cas-là, c'est que, je crois, dans la plupart des cas, comme le Blackwater était contracté par l'armée américaine, les autorités américaines ont essayé de couvrir ces bavures et ont autorisé l'exfiltration. Enfin, je crois qu'il y a eu quelques condamnations quand même, mais souvent elles ont autorisé l'exfiltration des personnels qui avaient été impliqués dans ces bavures en échange d'une indemnisation financière pour les familles des victimes, etc. Donc, en général, ils échappaient souvent aux poursuites, mais il y a eu quelques condamnations quand même, je me rappelle maintenant. Donc voilà, alors évidemment, le problème de redevabilité de ces SMP est assez évident. Et puis alors l'autre domaine où les SMP peuvent poser des problèmes de violation du droit, c'est en ce qui concerne les pays sous embargo internationaux pour les armes, puisque très souvent les SMP sont recrutés pour fournir des systèmes d'armes, pour entretenir des armes et introduisent elles-mêmes des équipements militaires qui sont sous embargo, qui sont censés être déclarés mais qui ne sont pas déclarés, etc. Et donc, elles violent les embargos des Nations Unies assez fréquemment dans ces cas. Après, évidemment, les SMP posent des problèmes politiques et sécuritaires évidents. Le premier problème politique, c'est évidemment celui de leur véritable allégeance entre leur client, celui qui signe le contrat avec eux, qui est censé être évidemment leur principale allégeance, leur principal donneur d'ordre, mais aussi d'où sont issus leurs patrons, de quelle nationalité ils sont, ont-ils des liens avec tel ou tel gouvernement, etc. Ça, vous imaginez très bien à quoi ça donne lieu et le côté un peu espionnage de la problématique SMP. Néanmoins, donc, l'évolution militaro-sécuritaire fait que les SMP, pour parler des tendances actuelles, sont, dirais-je, maintenant indispensables dans de nombreux domaines. Comme je vous le disais en listant les marchés sur lesquels elles sont, ce sont tous des marchés porteurs. Premièrement, il y a beaucoup d'armées de pays sous-développés qui sont incapables de faire face à beaucoup de menaces. Donc, quand les choses deviennent vraiment très chaudes, elles font appel à des SMP de combattants. Là, on le voit actuellement avec la crise au Congo. L'armée congolaise n'est pas en mesure, même si elle est en supériorité numérique, elle n'est pas en mesure de stopper le M23. Donc, elle a immédiatement fait appel à des SMP. Je vous rappelle, c'est une tendance historique, puisque je me rappelle qu'à la chute de Mobutu, lui aussi avait fait appel à des mercenaires serbes à cette époque, qui n'avaient pas pu sauver son régime de toute façon. Donc, d'une part, il y a cette question de la faible capacité des armées nationales face à des menaces, donc ils ont besoin de combattants de supplétifs étrangers. Il y a aussi un autre phénomène qui pousse le marché des SMP, qui est que le niveau technologique de la guerre augmente. Et donc, souvent, les armées des pays pauvres n'ont pas l'expertise technique pour mettre en œuvre certains systèmes d'armes. Et donc, ils doivent recruter une expertise étrangère. C'est, par exemple, le cas très souvent en ce qui concerne les moyens aériens, que ce soit hélicoptères ou avions, que ce soit d'ailleurs des moyens aériens de transport ou de combat.
où très souvent les armées des pays pauvres n'ont pas le personnel formé pour ça. Et donc, ils recrutent des pilotes, des mécaniciens pour faire voler des avions et des hélicoptères. Je vous dis, c'est actuellement le cas pour les quelques moyens aériens de l'armée congolaise qui sont engagés sur le front du Nord Kivu. Et ça a été le cas aussi, je me rappelle, en RCA. Face à la Seleka en fin 2012, Bozizé avait recruté aussi une société pour faire voler les quelques, je crois qu'il avait 2 hélicoptères de combat qu'il avait utilisés contre la Seleka. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, ça devait être des Ukrainiens qui avaient été recrutés pour ça. Donc, la montée aussi en gamme donc, technologique de la guerre, hein, qui nécessite qu'on ait du personnel formé pour ça, des moyens, ou en tout cas des systèmes d'armes. Et puis, évidemment, le fait qu'on a aussi de plus en plus de compagnies privées qui travaillent dans des zones conflictuelles et donc qui ont besoin de sécurité, de sécuriser leur personnel et leurs installations. Et donc, ça aussi, ça joue en faveur du marché des SMP. Donc, vous voyez que c'est à la fois, comme je le disais, les SMP, c'est un iceberg, donc il y a la partie émergée qu'on voit et sur laquelle on se focalise en règle générale, qui est la fourniture de combattants, prestation de combat. Mais en dessous, il y a quelque chose qui est beaucoup plus gros, qui est la partie immergée, qui concerne la logistique, qui concerne la formation, qui concerne la sécurisation. Et par exemple, la formation, c'est quelque chose qui est invisible, mais qui est un marché très important aussi, parce que, par exemple, si vous prenez les Nations Unies, avant le déploiement de contingents dans des missions de maintien de la paix, il y a un process de mise à niveau technique et logistique, si je puis dire, et ce process est assuré par des SMP qui sont contractés par les Nations Unies pour s'assurer que les différents contingents, avant qu'ils soient déployés sous casque bleu, sont conformes aux standards des Nations Unies, c'est-à-dire qu'ils ont le bon équipement, tout ce qu'il leur faut pour fonctionner normalement selon des standards qui ont été fixés par New York. Donc, vous avez tout ce marché du pré-déploiement qui est alimenté, qui va au SMP, le marché de pré-déploiement des casques bleus, plus tout le marché des formations militaires pour des tas d'armées dans le monde, plus des fois des marchés, comme on a pu voir par exemple au Libéria, lorsqu'il y a eu un grand programme de réforme du secteur de sécurité financé par les Américains, où ils l'ont contracté à une SMP qui s'est occupée de reformer complètement une armée au Libéria et aussi une police. Et donc, une très, très grosse mission de formation, training et d'équipement. Donc, voilà un peu pour vous donner une vision globale, si je puis dire, de ce que sont les SMP et des différents marchés sur lesquels ils se trouvent. Et je vais m'arrêter là, ça un peu en avance, ce qui va permettre à ce qu'on ait un échange nourri. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et toutes ces informations concernant de sociétés militaires privées. Je rappelle à nos intervenants qui peuvent poser les questions sur la rubrique questions qui est en bas à droite de leur écran. Je vais commencer peut-être par poser une question à Michael concernant s'il existe en fait un modèle scientifique qui peut analyser et prévenir les périls pour le travailleur humanitaire. Merci pour la question. Alors c'est vraiment une question très très intéressante parce que je pense que cette question du modèle scientifique, elle est au cœur d'un fantasme qui est très largement entretenu au sein du secteur depuis plusieurs années, qui base son analyse des risques sur un peu des modèles prédictifs. Donc, alors, pour répondre très clairement à la question, non, il n'y a pas de modèle scientifique qui permette ça. Mais il y a en tout cas comme une confrontation des idées entre une partie du milieu qui estime que
l'élaboration de bases statistiques, de bases aussi comportementales, et des acteurs armés et des acteurs humanitaires, va, à grands coups d'intelligence artificielle, permettre aussi de prédire l'occurrence d'incidents. Donc, on n'en est pas là, tout le monde est conscient qu'on n'en est pas là, évidemment, mais il y a effectivement une partie du secteur qui soutient en tout cas ce fantasme et qui en tout cas déjà aujourd'hui voit dans les bases de données un outil prédictif. C'est-à-dire que des événements qui se sont produits eh bien, sont le signe qu'ils se produiront de nouveau, quoi. Je dirais de l'autre côté, on a des gens dont on va plutôt se sentir davantage proche à MSF, qui estiment que l'humanitaire agit dans un grand brouillard et qu'il est très difficile d'élaborer des prévisions sur la base des statistiques passées. Ce qu'on peut faire par contre, c'est non pas prévoir les comportements, mais tenter d'ajuster, je dirais, nos habitudes, nos attitudes, dans le cadre d'une analyse de risque fine, contextualisée, spécifique, remise à jour, détaillant les intérêts des acteurs, tenant compte évidemment des évolutions géographiques, politiques, des conflits, tenant compte aussi beaucoup, et c'est pour ça que je parlais de sagesse pratique tout à l'heure, tenant compte de l'expérience des membres plus expérimentés de l'organisation qui vont être en mesure d'indiquer comment eux, dans des situations qui ressemblent à celles qu'on observe aujourd'hui, ont pu se conduire, faire des choix plutôt que d'autres. Et donc, on va rester dans une situation où, je dirais, et là, je vais être malheureusement un peu caricatural, plutôt que des chiffres, on va essayer de faire confiance aux personnes, à leur savoir, à leur expertise, pour élaborer les plans de sécurité. Merci beaucoup. Et j'imagine qu'il y a une organisation aussi grande qu'MSF, il y a plusieurs personnes, plusieurs expertises. Vous connaissez très bien de différents contextes qu'un travailleur humanitaire peut se trouver, mais j'imagine que ça, c'est un problème pour plus petites organisations qui n'ont pas autant de personnel, qui ont leur propre expérience pour partager. Et est-ce qu'il y a des mesures que le MSF utilise pour protéger ces travailleurs de principe dans l'organisation? Les principes que MSF utilise pour protéger son personnel? Oui. Je dirais que le premier principe, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le premier principe à MSF va être, non pas de faire confiance à, mais en tout cas, de compter sur la qualité de ses opérations, la qualité de ses services rendus. Le premier outil pour protéger son personnel, c'est la qualité des programmes, à la fois pour les populations et pour les groupes, les entités, les pouvoirs qui pourraient nous en vouloir, qui pourraient chercher à nous faire du mal. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est finalement être utile au plus grand nombre pour tenter de se prémunir de l'hostilité des acteurs politiques. Reste qu'évidemment, ce qu'on va appeler là le consentement des différentes parties ne suffit pas à assurer la sécurité du personnel et qu'on va doubler ce travail profondément politique et donc transactionnel. On va le doubler de dispositifs techniques qui vont correspondre aux situations du moment. Donc là, on a des règles de sécurité, on a des règles de couvre-feu, on a des règles de composition d'équipe. Je parlais tout à l'heure du profilage. Il s'agit de savoir recruter parfois en fonction de situations particulières. On va estimer que certains types de gens sont plus exposés à des risques et donc on va en recruter d'autres. On va travailler beaucoup sur la communication. On va travailler aussi, et c'est un dispositif, sur la mémoire, sur l'apprentissage. Je parlais un peu aussi de l'insuffisance, y compris au sein d'MSF, de ces réflexes, mais en tout cas, l'importance qu'on va tenter de mettre dans la transmission d'informations.
être capable d'apprendre des autres, non seulement des erreurs, mais de ce qu'on sait, de ce qui s'est passé par ailleurs. Ça fait aussi partie des dispositifs qu'on va mettre en place. Et puis, on fait des formations qui sont rarement très techniques, mais qui sont des formations à ce qu'on appelle l'analyse des risques. Faire une cartographie des acteurs, essayer de savoir qui sont les gens avec lesquels on travaille ou à côté desquels on travaille, interroger, sentir les sources d'informations, regarder sur quel compte, Twitter, Telegram, on peut avoir des informations sur ce qui se passe. Voilà autour de quoi un peu s'organisent nos formations, qui sont là aussi un peu les outils, les dispositifs auxquels on peut recourir. Merci beaucoup. Et j'ai passé une question pour Thierry qui s'est posée par le public. La question, c'est le suivant. Existe-t-il une cotation des SMP et si oui, sur quels critères? Font-elles de la communication vendant leur atout? Je n'ai pas connaissance de cotation des SMP, mais je ne sais pas tout. Par contre, oui, elles font évidemment du marketing comme toutes les sociétés privées. Et donc, elles ont une politique qui consiste à faire de la communication vantant leurs avantages, ça c'est sûr. Voilà, mais je n'ai pas connaissance d'une cotation des SMP. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une autre question. Vous avez dit que les conventions de l'ONU, bien sûr, c'est très difficile d'être respectées. On connaît dans différents cas, en fait. Et selon votre expérience, quelle pourrait être votre proposition pour contrôler les SMP? Aucune, parce qu'elles ne peuvent être contrôlées que par leur donneur d'ordre. Donc, il y a un certain nombre d'amuseries, je considère comme étant des amuseries, c'est-à-dire vous avez, comme toujours, l'idée que le secteur va s'autoréguler, donc l'industrie des SMP produit ses normes, et puis enfin, des histoires qui sont toujours, comment dire, inefficaces sur tous les marchés, donc sur le marché de la sécurité privée aussi. Donc l'idée que, en effet, les acteurs de la sécurité privée vont s'autoréguler, vont produire leurs propres normes et les respecter, bon, ça c'est des amuseries. L'idée que, en effet, il y a des normes internationales de l'ONU, ça aussi c'est inappliqué. En fait, ça dépend fondamentalement de leur, comme je disais, de leur donneur d'ordre, donc des gens qui les financent, de leur faire respecter un certain nombre de choses ou de les obliger à respecter un certain nombre de choses. Et le cas américain avec Blackwater a fait date, si je puis dire, en Irak, où, comme je le disais, Blackwater a été impliqué dans trop de bavures là-bas. Et au bout d'un moment, donc au départ, à la fin, les autorités américaines ont été forcées quand même de taper sur la tête de Blackwater, donc de leurs prestataires de services, et seuls eux pouvaient le faire. Et donc, ça montre bien que finalement, il n'y a que les financeurs et les donneurs d'ordre qui peuvent réguler ou mettre un peu d'ordre quand ça commence à devenir un peu trop n'importe quoi. Vous avez mentionné Wagner et on vient de recevoir une question du public, de notre administrateur, Jean-Arnold de Clermont, qui demande les groupes Wagner n'est-il qu'un SMP parmi d'autres ou présente-t-il des spécificités? Non, alors j'ai pas mentionné Wagner à dessein, parce que Wagner ressemble à une SMP, a l'odeur d'une SMP, mais n'est pas une SMP. Wagner, c'est un outil du Kremlin, donc du pouvoir russe, et ce n'est pas une SMP, c'est-à-dire une société militaire privée dont le but est de faire uniquement du profit. Wagner, c'est, même s'ils ont un but de profit évidemment, mais c'est surtout maintenant un outil du pouvoir russe. Et encore plus, ça l'était évidemment avant, mais ça l'est encore plus depuis que maintenant c'est officialisé. C'est-à-dire que Evgeny Prigojine a reconnu
il y a quelques mois que c'était lui le chef de Wagner et que Wagner a maintenant un siège officiel à Saint-Pétersbourg. Donc, ils sont sortis du brouillard dans lequel ils se complaisaient, des brouillards voulus et entretenus. Maintenant, ils sont en voie d'officialisation. Enfin, même, ils sont officialisés à cause du conflit en Ukraine. Donc, mais sinon, les points, avant même leur officialisation, on savait que c'était un des outils du pouvoir du Kremlin, puisqu'il y avait, d'une part, on a vu, d'une part, leur lien avec l'armée russe, et notamment avec le GRU. On a vu que la diplomatie russe, dans un certain nombre de cas, les appuyait ou leur facilitait le travail. Donc, les points de contact avec le pouvoir russe étaient très nombreux. Et donc, avant même que Evgeny Prigojine se vante d'être le boss de Wagner, tout était déjà clair. Ce n'est pas une SMP, c'est un outil du pouvoir russe et un des principaux outils du pouvoir russe en Afrique actuellement. Et celui qui, militairement, apparaît pour le moment, mais je pense que c'est très temporaire, le plus performant sur le front ukrainien. Merci beaucoup pour cette clarification concernant le groupe Wagner. Et je passe à la question du public qui concerne l'intervention de Michael. Est-ce que les organisations humanitaires comme MSF ne remettent pas en cause la souveraineté étatique en négociant avec les groupes armés? Voilà, c'est encore une fois une bonne question. Alors, bon, en général, dans la très grande majorité des cas, les organisations humanitaires travaillent aussi avec le consentement des États. C'est-à-dire qu'il y a peu de situations dans lesquelles MSF intervient sans accord avec l'État, je dirais, installé, à défaut d'être légitime, du moins installé. Et donc, il s'agit d'entretenir une négociation qui est parfois compliquée, on reviendra un petit peu sur les enjeux de cette complexité, entre des groupes, enfin un État installé, et puis des groupes qui, de leur côté, remettent en cause cette légitimité de l'État. Alors, cette action humanitaire, elle est faite au nom de quoi? Elle est faite au nom des civils, au nom du secours à apporter aux civils, et je dirais, pour utiliser des termes juridiques, du droit d'initiative dans le cadre de conflits armés pour porter secours aux civils. Donc ce droit d'intervention, il est reconnu internationalement comme une possibilité dès lors que les secours sont livrés, je dirais, de manière correcte, quoi, impartiale, correcte. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé tous les problèmes, évidemment, et on sait et on voit particulièrement dans le cadre notamment de la lutte antiterroriste dont j'ai dit un tout petit mot tout à l'heure, que les États installés peuvent voir d'un très mauvais œil les actions des groupes humanitaires qui vont aller discuter, tenter de négocier des espaces de travail avec des groupes relégués comme Boko Haram ou Al-Qaïda ou les talibans ou les Chebabs en Somalie, etc. Et donc, cette pression-là existe, la pression pénale existe comme un moyen pour les États d'empêcher finalement les organisations humanitaires d'avoir une discussion qui seule permet l'installation de projets humanitaires, puisque cette discussion est à la source du fameux consentement dont je parlais tout à l'heure, cette négociation qui permet de se comprendre, quoi, et de comprendre les intérêts mutuels qu'on peut retirer à la présence de MSF. Donc, je dirais qu'on est dans une dialectique souvent compliquée, mais rendue nécessaire par les circonstances. Il y a d'autres questions qui se posent en lien avec la souveraineté des États. C'est une vraie question. La manière avec laquelle parfois MSF va imposer des protocoles médicaux, va imposer la gratuité des soins, va
organiser des espaces de micro-souveraineté qui sont, je dirais, permis parce que l'État lui-même n'a pas les moyens, de la même manière que Thierry disait tout à l'heure que l'État n'a pas les moyens de mener sa propre guerre et l'État a besoin de recourir à des compagnies de sécurité privées. Eh bien, d'une certaine manière, les services publics n'étant pas en mesure d'être fournis par l'État, alors il faut recourir à des services extérieurs et aussi des organisations humanitaires. Et il y a effectivement quelque chose qui va toucher à la légitimité, à la souveraineté des États dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Il y a une question pour Thierry Vircoulon qui vient du public. A-t-on connaissance des ONG ou associations humanitaires qui auraient eu recours à des SMP pour accompagner des convois de matériel ou sécuriser des distributions sans nécessairement avoir des porteurs d'armes, juste du personnel de sécurité? La question, c'est aussi écrit sur la question si vous voulez le consulter, parce que c'est un peu long. Oui, oui, non, tout à fait, je vois. Écoutez, peut-être que Michael a, lui, des cas en tête. Moi, je n'ai pas de cas en tête là-dessus. Mais si Michael a, lui, des exemples, je le laisse répondre. Alors, pardon, voilà. Alors, j'étais en train de réfléchir. En fait, on a l'exemple qui me vient en tête, mais on est assez peu dans le périmètre de SMP dont parlait Thierry Vircoulon tout à l'heure, mais c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus, mais encore une fois avec sans doute des discussions à avoir, c'est la Somalie. Parce qu'en Somalie, on a historiquement, dès les années 90, travaillé avec des escortes armées. Dans le cadre d'un État qui était dissous largement. Et donc, les gardes armés, les gardes armés auxquels on a eu recours étaient des représentants de milices. Hein, c'était des milices, des entrepreneurs politico-militaires du coin. Alors, est-ce que c'était des SMP? Non, finalement, c'était plutôt des clans avec lesquels on nouait des alliances ponctuelles pour se protéger. Sachant que, évidemment, ces groupes-là ne sont pas totalement éloignés de logiques financières ou capitalistiques. Mais dans le cas d'MSF, je n'ai pas d'exemple, là, en pensant un petit peu aux compagnies de sécurité privées dont parlait Thierry tout à l'heure. Je vois pas d'exemple. Ça ne veut pas dire que d'autres organisations n'ont pas pu occasionnellement avoir recours à des services comme cela. Et dans des situations où, et je repense à Wagner, alors y compris en ayant en tête ce que Thierry disait, à savoir ça n'est pas une ESMP, à partir du moment où une entreprise comme Wagner supplante l'armée nationale, ou en tout cas s'y substitue ou la complète largement, comme en République centrafricaine par exemple, alors la sécurité du pays, elle est largement assurée par Wagner. Alors, je dirais, il est dans un sens difficile de s'en dépêtrer, quoi, difficile de faire sans. Mais là, on est encore une fois dans un exemple un petit peu border, quoi, par rapport à la question, j'ai l'impression. Oui, pour rebondir sur l'exemple de la Somalie, parce que je vois ce que vous voulez dire, ça ne rentre pas évidemment dans la catégorie SMP, parce que quand on parle des SMP, on parle de sociétés étrangères qui opèrent, qui fournissent des prestations militaires dans un pays donné. Là, vous parliez en fait de locaux, d'acteurs de la sécurité ou de l'insécurité, mais qui sont locaux. En effet, ça ne rentre pas dans la catégorie SMP.
Il y a une autre question pour Thierry Vircoulon qui concerne les faux aspects des SMP de Wagner. La personne demande, peut-on voir, en raison de leur action et de leur statut troublé, les SMP devenir un outil des États pour intervenir dans les conflits ou récupérer des bénéfices de manière non officielle? Ouais, oui, enfin, je faisais allusion quand je disais il y a la dimension espionnage des SMP, etc. Bon, évidemment, c'est toujours un risque, toujours possible d'utiliser les SMP comme ça pour, en effet, s'introduire ou avoir un œil dans un conflit ou pouvoir collecter des renseignements, etc. Ça, c'est en effet tout à fait possible. Tout à fait possible. Une question pour Michael. Je crois que vous avez répondu un peu. Il y a-t-il une mutualisation des dispositifs de sécurité, formation, guidelines, coûts entre les différentes organisations humanitaires? Quelle organisation autour de cela? Alors, vous disiez vous-même un petit mot là-dessus tout à l'heure en faisant la distinction entre des organisations qui ont les moyens, effectivement, de déployer des gens, beaucoup de gens, des spécialistes, des bases de données, etc., et d'autres qui ont moins les moyens. Et donc, il y a un petit peu de ça dans ma réponse. C'est-à-dire que une organisation comme MSF, qui par ailleurs se vit comme très indépendante, autonome des pouvoirs, autonome et indépendante vis-à-vis des autres organisations, du secteur de l'aide en général, des Nations Unies en particulier, va avoir tendance, je dirais, à internaliser beaucoup de ces efforts de gestion de sécurité. Et puis, vous avez d'autres organisations qui sont, pour des raisons de taille ou d'histoire, plus favorables à des collaborations diverses. Et donc, ces collaborations, elles ont lieu. Alors, vous avez dans cette grande architecture de la gestion de la sécurité humanitaire une entité importante qui est l'Agence des Nations Unies chargée de la sécurité, qui s'appelle UNDSS, et qui, sur un certain nombre de terrains de crise, gère d'abord la sécurité des agences des Nations Unies, avec des consignes souvent très radicales, hein, un peu draconiennes, et par effet ricochet aussi celles d'autres organisations qui sont prestataires des Nations Unies. Et qui, l'UNDSS, fournit pour un certain nombre de pays, un certain nombre d'organisations, le cadre dans lequel les risques vont être pris, la situation va être analysée, etc. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une mutualisation, une organisation, une coordination bien auto-organisée. C'est plutôt l'imposition, c'est le modèle qui fonctionne comme ça. Après, il y a malgré tout des efforts auxquels MSF peut également contribuer, de mutualisation dans l'analyse des situations. Alors, vous avez aujourd'hui des ONG, des petites associations, alors qui sont de moins en moins petites parfois, qui sont spécialisées dans l'analyse de situations. Une organisation qui s'appelle INSO, par exemple, qui est présente dans un certain nombre de pays et qui fournit des analyses de risques, des analyses de contexte, qui les met à disposition des collègues du secteur de l'aide. Vous avez aussi des organisations qui produisent des données sur les incidents, qui sont là aussi en source, à libre disposition, en source ouverte pour les acteurs humanitaires, du type ACLED. ACLED, par exemple, est une organisation qui fournit des données très intéressantes sur les événements, les incidents qui se produisent dans un certain nombre de pays. Et puis, il y a aussi des organisations de formation, hein, qui sont plutôt là des cabinets de conseil, finalement, mais vers lesquels se tournent beaucoup d'organisations qui, dans ce cadre-là, se retrouvent, participent aux mêmes formations. Tout ça favorise une espèce d'acculturation un peu collective à la gestion de la sécurité, dont on peut penser le pire ou le meilleur, mais en tout cas, effectivement, qui participe à cette mutualisation des dispositifs de sécurité dont parle le participant. Voilà.
Donc d'un côté UNDSS, hein, qui est un modèle très vertical avec l'imposition de règles au nom des Nations Unies, et de l'autre, des efforts de mutualisation qui prennent souvent la forme, je dirais, d'organisations autonomes qui livrent formation et analyse et qui permettent comme ça aux organisations d'aller piocher ce qu'elles souhaitent y piocher. Merci beaucoup. Il y a toujours des questions qui arrivent. On peut prendre encore 2-3, je crois. Et il y a une question pour Thierry. Les sociétés militaires privées n'ont-elles pas un rôle colonial? Écoutez, en 2023, je ne sais pas ce que c'est qu'un rôle colonial, mais pour prendre un exemple contemporain, donc actuel, là, je vous disais, à Goma, il y a 2 SMP qui ont été loués par le gouvernement congolais pour faire voler ses moyens aériens. Ce sont 2 SMP qui sont basés en Roumanie, si mes souvenirs sont bons. Donc, je ne vois pas, à moins que la Roumanie ait des visées coloniales sur le Congo, je ne vois pas trop la chose, parce que c'est des contrats qui sont passés par les autorités congolaises. Je ne vois pas trop les choses. Par contre, je vois une question sur la question du financement des SMP. Donc, les SMP, bon, c'est un contrat, hein, donc, comme n'importe quelle entreprise privée. Donc, les États qui les recrutent, quand c'est des États, ça peut aussi être d'autres sociétés, les payent avec leurs moyens budgétaires. Mais quand ils n'en ont pas, quand c'est des États qui sont broke, qui n'ont absolument pas de moyens financiers, ils les payent en effet souvent avec les seules choses qu'ils ont, c'est-à-dire des ressources naturelles. Et comme je le disais, par exemple, pendant la guerre civile au Sierra Leone et en Angola, c'était des autorités qui étaient très pauvres, qui étaient en pleine guerre civile. Ils ont payé les services de Executive Outcome, surtout en diamant. Donc voilà. Après, je vois la question qui prolonge la discussion là qu'on avait sur Wagner, pourquoi ce n'est pas une SMP. Les points de contact avec le Kremlin suffisent-ils pour dire qu'elle n'est pas une SMP? Oui, parce que quand je dis point de contact, je suis gentil, j'aurais pu dire les instructions, ça a été plus clair. Et puis surtout, si vous voulez, la différence entre Wagner et Blackwater, c'est que Blackwater ne faisait pas de politique. Or, ce qu'on voit dans les différents pays où Wagner a été déployé, c'est qu'il y a une partie de Wagner qui n'est pas visible, on voit les mercenaires, etc. Mais il y a une autre partie de Wagner qui est invisible, qui est la partie politique, la partie propagande et conseils et influence politique. Et donc, on voit que c'est une organisation qui ne fait pas simplement du combat, comme d'autres SMP ont fait du combat, mais fait aussi de la politique dans les pays où elle intervient. C'est pour ça que ce n'est pas une SMP, ce n'est pas une SMP du tout. Merci beaucoup. Et il y a une question aussi pour Michael Newman. Les principes humanitaires sont-ils devenus obsolètes pour assurer la protection des travailleurs humanitaires? La question qu'on pourrait poser, c'est si les principes humanitaires ont jamais été un moyen d'assurer la protection des travailleurs humanitaires. Est-ce qu'il y a un basculement? Est-ce que les principes le sont moins devenus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans le passé? J'aurais tendance à répondre non. Je crois que les principes en eux-mêmes n'ont jamais été un moyen d'assurer la protection des travailleurs humanitaires. Alors, on a ces dernières années, effectivement, en tout cas depuis une vingtaine d'années, cultivé dans le secteur humanitaire l'idée que les principes devaient nous protéger. Hein, et que pour expliquer l'augmentation des incidents, il a fallu en passer par l'idée que eh bien, les principes étaient moins respectés, que les armées respectaient moins les humanitaires qu'avant, que, encore une fois, les guerres d'aujourd'hui étaient menées d'une manière moins civilisée que les guerres du passé. Bon, en réalité, je pense qu'on peut, encore une fois, d'un coup d'œil dans le rétroviseur, assez rapidement conclure que ça n'est pas le cas.
Ce qui a changé, en fait, surtout, c'est que les humanitaires se sont réappropriés de manière fondamentale et massive, intense, les principes humanitaires. Dans les années 80, moi, j'ai travaillé, là, dans le cadre du bouquin dont je parlais tout à l'heure, Secourir sans périr, j'ai travaillé sur la manière avec laquelle MSF avait réfléchi à ces questions de sécurité depuis, en gros, la fin des années 70. Il était très intéressant de constater le nombre de fois dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90 de situations en Angola, au Soudan, en Afghanistan, en Éthiopie, etc., où les équipes de Médecins sans frontières étaient en réalité entièrement intégrées au dispositif politico-militaire de groupes rebelles. En dehors de toute neutralité. Si on a pu travailler en Afghanistan comme on a pu travailler en Afghanistan dans les années 80, les fameux French Doctors qui passaient l'école à cheval dans les années 80 avec les Moudjahidines, c'est bien par définition parce qu'on était escorté par les Moudjahidines, qu'on travaillait avec eux, et que dans ce cadre-là, on était, je dirais, ni neutre ni impartiaux, on travaillait ni indépendant, on travaillait entièrement avec eux, au service évidemment de la population, mais dans une incapacité à travailler du côté gouvernemental pro-soviétique. Et donc, je dirais, assumant, non pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons opérationnelles pratiques, je dirais un alignement de fait avec certains groupes. Et dans ces années 80, je mets au défi les observateurs et les chercheurs intéressés de trouver des références aux principes humanitaires dans les dispositifs, dans les missions opérationnelles de MSF. Donc, il y avait les principes dans la charte, évidemment, mais toute la journée, c'était bien autour d'autre chose que se nouait la sécurité des équipes et la mise en place des programmes. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est la manière avec les principes ont été intégrés par le secteur beaucoup plus tard. Et c'est ça qui me semble être plus intéressant, en tout cas, et plus radical. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne la dernière question qui concerne la vision d'un monde de plus en plus dangereux pour les humanitaires et d'une barbarisation des conflits. Alors, comment on sait ces mondes? Michael Newman, vous avez abordé les implications politiques et financières de cette vision. Quelles sont-elles? Il va me falloir un peu de temps pour comprendre et relire la question, je pense. En fait, je ne sais pas exactement où notre intervenant souhaite en venir avec cette question. Je pense qu'il y a aujourd'hui, de manière, je dirais, conjoncturelle, un certain nombre d'éléments assez inquiétants pour le personnel déployé sur le terrain. On a des gens qui sont sous la menace de bombardements très lourds en Ukraine, d'utilisation d'armes chimiques. Ça a été le cas en Syrie, où on avait, là aussi, où on vivait sous la menace de kidnapping de groupes radicaux extrêmement dangereux, ce qui est également le cas aujourd'hui au Sahel, dans un certain nombre de zones dont on a été obligé de se retirer, sachant que par ailleurs, on est aussi là sous la menace, je dirais, pénale des États qui refusent qu'on entre en discussion avec un certain nombre de groupes. Donc on a aujourd'hui des difficultés à travailler dans un certain nombre de territoires, et ça, il n'y a pas de doute. On a vécu là la mort récente, il y a 1 an et demi, de collègues MSF en Éthiopie, vraisemblablement par l'armée éthiopienne. Donc on a un certain nombre d'éléments évidemment inquiétants. Alors, malgré tout, ce qu'on doit voir, c'est que le secteur reste, je dirais, non pas performant, mais je dirais important, que les financements
qui lui sont destinés sont en augmentation, que le nombre de projets, le volume financier vers ces projets continue d'augmenter. Et malgré tout, je dirais, on n'est pas un secteur en déclin du tout. Mais il faut réapprendre, en tout cas, à travailler à apprendre de nouvelles façons de fonctionner dans des endroits dans lesquels il est effectivement très difficile de travailler. Alors, par quoi ça passe? Par un travail avec des organisations locales, beaucoup, un déploiement peut-être moins important de l'extérieur, de la délégation. Et puis, d'assumer aussi l'abstention pendant un temps certain, attendant des jours meilleurs, pour, encore une fois, en tout cas, ne pas s'accommoder des incidents, des accidents, des morts et des blessés. Bon, c'est presque 20 heures. Je propose qu'on arrête ici. Merci beaucoup à Michael Newman et Thierry Villecoulon qui ont été avec nous. Merci beaucoup à tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin et qui viennent régulièrement à nos événements. La prochaine séminaire aura lieu le 4 avril. Sera aussi en ligne. Et après, il nous reste encore une séance avant de clôturer cette séminaire annuel. Merci beaucoup. J'espère qu'on se verra aussi avec Thierry et Michael une fois en personne dans l'autre événement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.